Bonjour à tous. Merci également à la FEF de me donner l'opportunité de participer à cette session qui est vraiment passionnante. Et je voudrais remercier encore Corinne et toute son équipe pour le travail qu'on fait au quotidien, toutes les réflexions, toutes les améliorations qu'on essaye de faire pour essayer d'optimiser l'attribution des organes. Donc moi, je vais vous parler des... J'ai décidé de cerner ma présentation sur les limites du score foie pour les cirrhoses. Et en préambule, voilà les derniers résultats des sorties de liste par décès ou aggravation en fonction du MELD pour les patients qui sont inscrits pour une cirrhose sans carcinome hépatocellulaire sur la période récente 2016-2017. Vous avez ici le délai d'attente, la sortie de liste, et vous voyez que les cirrhoses avec un MELD très élevé ont une 30% de mortalité ou de sortie de liste, mais ce qui est assez logique, puisque ce sont des malades graves. Et donc, de temps en temps, on ne peut pas les transplanter. Mais ce qu'il est intéressant de noter, en fait, c'est que les malades avec des MELD que je dirais intermédiaires, donc entre 15 et 20, et surtout entre 20 et 25, ont une mortalité sur liste et des sorties de liste comparativement aux malades à moins de 15 qui ont, comme vous le verrez, plus d'accès à la greffe. Et effectivement, quand on regarde pour ces malades-là, l'accès à la greffe, toujours en fonction du MEL, eh bien, vous voyez que les 15-20 et les 20-25 ont moins d'accès à la greffe que les malades les plus graves, mais c'est logique, puisque là, c'est la politique de la transplantation au juste à temps, mais également moins bon accès que les MEL inférieurs à 15. Alors pourquoi ? Parce que ces malades ne peuvent pas bénéficier, essentiellement pour les 20-25, ne peuvent pas bénéficier de la composante expert qui leur permet d'avoir un accès à la greffe. Et ceci est problématique puisque ce sont de bons candidats. Alors je vous rappelle également que, alors que les Américains ne peuvent inscrire des malades qui ont un MELD inférieur à 15, en France, on n'a pas du tout opté pour cette possibilité puisqu'il y a des malades qui ont un MELD bas et une excellente indication de transplantation. Et quand vous regardez les chiffres 2018, vous voyez que 35% des malades inscrits ont un MELD entre 15 et 25. Donc les camemberts, le jaune et le orange. Et 22% des patients ont un MELD inférieur à 15. Donc on inscrit des malades qui ont un MELD bas ou intermédiaire. Donc comment on peut essayer d'améliorer ce système, puisque je vous ai montré que ces malades mouraient sur la liste d'attente. Alors les pistes, voilà quelques pistes que je vous propose. On pourrait décider de ne pas greffer les MELD inférieurs à 15. C'est 22% des malades. Ça permettrait de redistribuer des greffons. Franchement, je pense que ce n'est pas une très bonne idée parce qu'il y a des vraies indications de transplantation, donc il faut trouver autre chose. On pourrait donner une composante expert pour les patients qui ont un MELD jusqu'à 25. Là, on était plutôt à un MELD maximum de 15, donc on pourrait augmenter. Ce n'est pas non plus une très bonne idée, parce que Corinne vous l'a dit, il y a beaucoup de composantes experts. Donc je vous rappelle qu'on est combien en France on est 30 en France à traiter ces dossiers, ça donne pas mal de boulot, et une exception au score doit rester une exception, et ça ne doit pas représenter plus de 25% des malades. Donc ça, c'est pas une bonne idée non plus. On pourrait décider d'accorder des points aux malades qui ont une cirrhose avec un MELD intermédiaire de façon continue pendant la période d'attente. Ça, c'est discutable, et je pense surtout que le point essentiel, c'est que les cirrhoses avec un MELD entre 15 et 25 ont des profils très hétérogènes. Tous les malades ne sont pas identiques. Et il faut vraiment essayer de trouver autre chose pour pouvoir les faire accéder à la greffe. On pourrait diminuer le nombre de points maximal pour les CHC. On y a passé 3 ans, on a déjà changé une fois. Je ne suis pas sûre non plus que ce soit la bonne piste. Et puis, ce qu'il faudrait peut-être faire, et c'est ce que je vais développer, c'est essayer de mieux hiérarchiser les cirrhoses avec un MELD intermédiaire, comme on l'a fait pour le carcinome hépatocellulaire en évaluant le traitement pendant la période d'attente. Pour ces cirrhoses-là, on pourrait essayer d'ajouter un marqueur de sévérité qui permettrait de mieux trier les malades. Alors, quel marqueur de sévérité on pourrait ajouter au score ? D'abord, il faut que ce marqueur soit commun à toutes les causes de maladies du foie. On ne va pas faire pour les maladies biliaires, pour l'alcool, etc. La deuxième chose, il faut que ce soit une mesure facile, accessible et reproductible. La troisième chose, il faut que ce soit auditable. Donc Corinne vous a bien expliqué qu'il y avait à chaque fois des évaluations qui étaient réalisées
Et puis, quand on inscrit un malade avec des paramètres, son score MELD, il faut qu'il y ait un droit de regard de l'Agence de la biomédecine pour vérifier effectivement que ce qu'on marque sur la base de données Cristal soit exact pour garantir l'équité entre tous les patients. Et puis le dernier point, c'est que si on trouve un marqueur de sévérité, il faut que ce marqueur soit réversible après la greffe. En d'autres termes, il ne faut pas qu'il y ait d'impact sur la mortalité après la transplantation si le but est de prioriser le malade. Alors quel marqueur on peut utiliser ? Le premier marqueur potentiel, c'est ce qui est très en vogue à l'heure actuelle, qui est la frailty en anglais. Alors moi, je l'ai traduit par vulnérabilité, parce que je trouvais que fragilité, c'était moins beau. Et la frailty, c'est un concept qui est directement dérivé de la gériatrie et qui prend en compte tout un tas de paramètres, vous le verrez tout à l'heure, la faiblesse musculaire, le ralentissement et les tendances à la chute. Et cet indicateur a été appliqué à la cirrhose indépendamment de l'âge. Donc sorti du contexte gériatrique. Alors est-ce que c'est un bon indicateur ? Les premiers papiers avaient fait une évaluation subjective de la frailty. Et dans cette première étude, vous voyez ici 529 patients en liste d'attente. Et il avait été demandé aux cliniciens quelle était l'impression générale concernant l'état de santé du patient, avec une échelle allant de 0 à 5, 0 pour excellent, 5 pour très mauvais. Finalement, sur ces simples données subjectives, quand on regarde les résultats de l'analyse multivariée, on voit que la frailty est un bon indicateur de mortalité en liste d'attente. Et la chose intéressante, c'est que ce paramètre est indépendant d'autres facteurs pronostiques connus, donc le MELD sodium, l'âge et l'encéphalopathie. Alors pour avancer un peu plus, toujours la même équipe a essayé de définir des critères de frailty. Et voilà les items retenus. Donc une série d'items qui sont des items mesurés, rapidité de la marche, force de préhension, levée de chaise et l'équilibre. Et puis des items qui sont rapportés par les patients, et donc là qui sont un petit peu plus difficiles, un peu plus subjectifs. Et à partir de ces données, ils en ont sélectionné 3, et puis ils ont fait un score complètement impossible à retenir, qui est décrit ici et qui dérive donc de leur cohorte. Et chose intéressante, c'est que quand on utilise ce frailty index, vous voyez ici les malades frails qui sont donc définis par un test supérieur à 4,5 pardon, et puis les malades en bonne santé avec un indicateur inférieur à 4,5. Et bien en fait, de nouveau, cet index prédit la mortalité en liste d'attente à 3 mois, et vous voyez ici les résultats des AUC. Quand on ajoute MELD sodium, qui est donc l'indicateur retenu pour l'attribution maintenant aux États-Unis des greffons, plus le frailty index, on fait mieux que lorsqu'on utilise le MELD seul ou le frailty index seul. Et puis la chose très intéressante, en fait, c'est que ça permet également de reclassifier 16% des patients, c'est-à-dire des patients qui étaient considérés comme des malades peu graves, en rajoutant le frailty index, deviennent graves et pourraient être greffés plus tôt. Donc, le frailty index a été évalué tout récemment dans un troisième papier, et vous voyez que de nouveau sur 1000 patients, donc grosse cohorte, ça sort en analyse multivariée, et ça a un poids assez lourd, 1,83 de hazard ratio. Et ce qu'il est intéressant de noter, en fait, c'est que cet indicateur semble particulièrement intéressant chez les malades qui ont une ascite ou une encéphalopathie, donc des malades qui ont en général des MELD peu élevés. Donc en noir, les malades frails, en gris, les malades pas frails. Et vous voyez qu'à chaque fois, les malades fragiles ont une surmortalité par rapport aux malades non fragiles. Et le maximum d'écart est noté pour les malades qui ont une ascite, une encéphalopathie ou des deux. Donc, est-ce qu'on pourrait utiliser le frailty dans le score et est-ce qu'on pourrait l'ajouter ? Alors, on reprend les paramètres, les items de tout à l'heure. Est-ce que c'est commun à toutes les cirrhoses à toutes les causes de maladie du foie ? La réponse est oui. Est-ce que c'est facile, accessible, reproductible ? C'est pas très compliqué, en fait. Est-ce que c'est auditable ? Là, c'est un réel souci. Non, ça n'est pas auditable. Et est-ce que c'est réversible après la greffe ? Est-ce que c'est complètement corrigé ?
J'ai mis un point d'interrogation. Je pense qu'il y a une réversibilité partielle, mais la frailty, je vous ai dit, ça englobe tout un tas de paramètres, des paramètres musculaires, mais aussi des paramètres qui sont directement inhérents à l'âge du patient, aux comorbidités, et donc il est peu probable que ce soit complètement réversible. Alors comment on peut avancer? Donc voilà les mécanismes de la frailty, des mécanismes physiologiques, puisque la frailty, je vous ai dit, hein, c'est la conséquence du vieillissement, des facteurs génétiques, des comorbidités, avec tout un tas de manifestations physiopathologiques. Et puis ce qui est un peu au centre de la frailty, c'est la sarcopénie. Et donc la sarcopénie peut être un outil à utiliser pour mieux hiérarchiser les patients. Alors d'abord, comment on mesure la sarcopénie? Donc, plusieurs études ont été publiées au cours de ces dernières années. Donc, vous avez ici l'année, le nombre de patients. Et globalement, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux techniques pour mesurer la masse musculaire. En pratique, on utilise le psoas, qui est finalement le muscle qui est le moins influencé par la présence d'acide ou par la présence d'édème. Et on peut faire soit une mesure du diamètre transversal, soit regarder la surface musculaire. Donc en pratique, on se met sur une coupe de scanner au niveau de L3 ou au niveau de L4. Là, vous avez la coupe de scanner, le diamètre transversal du psoas. Et là, vous avez l'évaluation avec un logiciel ici spécifique de toute la masse musculaire, les psoas, les muscles paraspinaux et les muscles abdominaux. Vous voyez ici un malade bien nourri avec des psoas qui sont assez volumineux. Et à l'inverse, ici, vous voyez un malade mal nourri avec des psoas atrophiques et tout petits. Donc c'est relativement simple. Là, c'est un logiciel spécifique, mais maintenant qu'on a accès à nos PACS d'imagerie, on peut très facilement en fait contourer le psoas. On se met au niveau de L3 avec le scanner, et puis on utilise l'outil informatique de contour du psoas, et on peut déterminer la superficie assez facilement. Et bien évidemment, il faut la rapporter à la taille du patient pour standardiser le résultat. Alors, est-ce que la sarcopénie a un impact sur la mortalité en liste d'attente? Premier papier 2012, 112 patients évalués pour la greffe, et vous voyez ici que de façon indépendante, la sarcopénie ressort comme un marqueur de mortalité avant la transplantation. Vous avez ici la courbe de survie, et dans ce papier, les auteurs avaient utilisé la surface musculaire, et la sarcopénie était évaluée en fonction d'une valeur seuil. Alors, juste en aparté, la valeur seuil est définie sur des séries d'oncologie principalement. Et à l'heure actuelle, en hépatologie, on n'a pas de seuil défini. Et pour le moment, on ne peut pas définir de seuil. Deuxième papier qu'on avait fait à Beaujon, 376 patients évalués. Alors là, on n'avait pas utilisé donc de valeur seuil. On avait regardé juste le diamètre transversal du psoas, cette fois-ci. Et vous voyez ici qu'effectivement, plus le diamètre du psoas est faible, plus élevé est le risque de décès. Donc tout ça incite à envisager d'accélérer les malades qui ont une sarcopénie. Alors maintenant, on ne doit pas transformer une diminution de la mortalité en liste d'attente par une augmentation de la mortalité après la greffe. Donc est-ce que ça a un impact sur les résultats de la greffe, la sarcopénie? Étude d'abord en ce qui concerne la morbidité. Vous voyez ici que les malades qui sont sarcopéniques ont des durées d'hospitalisation plus élevées de façon significative que les malades qui ne sont pas sarcopéniques. Ils restent plus longtemps également en réanimation, et ceci à cause d'une augmentation assez importante du nombre d'infections, et en particulier des infections bactériennes. Et on a tous l'exemple de patients particulièrement dénutris qui restent longtemps parce qu'ils font infection sur infection. Est-ce que ça a un impact maintenant sur le devenir à long terme? Eh bien, il semble que la réponse soit non. Étude montrant sur 248 patients transplantés que la survie est identique chez les malades sarcopéniques versus les non-sarcopéniques. Alors, une chose ennuyeuse, c'est que ça, c'est vrai pour les hommes, mais un papier récent a démontré qu'en fait, la sarcopénie n'avait peut-être pas de valeur pronostique chez la femme. Donc ici, dans cette cohorte, 677 malades évalués pour la greffe, inscrits sur liste, et vous voyez ici qu'en analyse multivariée, eh bien, la sarcopénie, ici, qui ressort comme marqueur prédictif de décès en liste d'attente, ne ressort plus pour les femmes.
Donc, est-ce que la sarcopénie peut être ajoutée? Donc, on va reprendre les items de tout à l'heure. C'est commun à toutes les maladies du foie? Oui. C'est facile, accessible, reproductible? Oui. C'est auditable? Oui. Il suffit de retourner au scanner et de refaire la mesure. Est-ce que c'est réversible après la greffe? Est-ce que ça a un impact sur la mortalité? J'aurais plutôt tendance à dire oui. Oui, probablement jusqu'à un certain seuil qui reste à définir. Et puis, le principal écueil, en fait, c'est que c'est très bien validé chez l'homme. En revanche, c'est beaucoup moins évident chez la femme. Il va falloir vraiment avancer et étudier en particulier ce paramètre chez les femmes. Alors, est-ce qu'on a d'autres outils? On a quelques pistes. Il y a notamment une chose intéressante qui est la myostéatose, donc l'anomalie qualitative du muscle. Et donc, ce papier a récemment démontré que la présence de graisse au sein du tissu musculaire, que vous voyez ici, donc là, les muscles paraspinaux, et puis vous voyez des espèces de traits un peu blancs. Ça, c'est la stéatose dans le muscle. Là, c'est un malade sans myostéatose. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le pronostic des malades qui ont une myostéatose sur la liste d'attente est moins bon que les malades qui n'ont pas de myostéatose. Enfin, les anomalies fonctionnelles du muscle. Donc, on a vu la sarcopénie, mais le muscle, ça sert évidemment à produire des mouvements. Et une technique simple, c'est d'évaluer la force de préhension en utilisant le hand grip. Et donc, vous avez ici le résultat de ce travail qui montre le risque de mortalité sur la liste d'attente en risque compétitif. Donc, vous regardez les traits pleins des malades qui ont plus de 30 de force de préhension versus moins de 30. Et vous voyez clairement que les malades les plus faibles ont une probabilité, ce sont les noirs, ont plus de risque de décès que les malades les moins faibles. Donc ça pourrait être une bonne piste. Alors, ce papier n'a été réalisé que dans une cohorte d'hommes. Donc il y a 0 femmes là qui ont fait le hand grip. Puis la deuxième chose, c'est que la valeur seuil, elle reste à définir. Et moi, ça me fait un petit peu peur parce que là, vous avez 32 seuils. Et moi, pour l'avoir fait à plusieurs reprises, j'ai 21. Donc ça m'inquiète un petit peu et c'est à travailler. Donc, on en revient au patient et à son ensemble de complications. Une chose que je voulais souligner, c'est que ce sont les comorbidités. Donc, est-ce que les comorbidités doivent être prises en compte pour accélérer le malade et lui permettre un accès à la greffe? Ça fait partie de l'évaluation pré-greffe, ça nous permet de sélectionner les candidats. Et je crois qu'on n'a pas besoin de démontrer que la présence de comorbidités ne justifie pas un accès prioritaire à un greffon, c'est totalement indépendant de la maladie du foie et ça ne doit pas être pris en compte. En revanche, peut-être que ça pourrait être une piste pour améliorer l'accès à la greffe des cirrhoses de sévérité intermédiaire en étant possiblement un facteur qui permettrait d'identifier et d'écarter les mauvais candidats, c'est-à-dire les patients, les patients qui vont décéder après la transplantation hépatique et de façon précoce. Donc les comorbidités après transplantation, il y a eu de nombreux facteurs qui ont été décrits, diminuant la durée de vie du greffon et du malade. Donc je ne vous ai pas cité les références parce qu'il y a une foultitude de papiers, mais grosso modo, en fait, les facteurs qui ressortent, c'est l'âge, le diabète, l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle, tous les facteurs de risque métabolique. Et puis, est-ce qu'on a un score de comorbidité qui nous permettent d'établir un risque de mortalité post-greffe? Il y a eu cette équipe qui a proposé le score de Charlson modifié, donc qui est le score qui a été décrit de nombreuses années maintenant pour prédire la mortalité dans la population. Et là, ce score a été modifié puisqu'il fallait prendre en compte des critères spécifiques de maladie du foie. Et il a été calibré spécifiquement dans cette étude sur 624 patients transplantés. Voilà les items qui ont été retenus et la pondération en fonction des résultats de l'analyse multivariée. Donc vous voyez des critères d'insuffisance cardiaque, coronaropathie, diabète, enfin toutes les comorbidités habituelles des populations dont on étudie les risques de mortalité. Et bien dans ce papier, les résultats montraient que pour des malades qui avaient un score de Charlson supérieur à 1, on avait une surmortalité après la transplantation comparée aux malades qui n'avaient pas de comorbidité ou peu de comorbidité, avec des chiffres quand même assez inquiétants, puisque vous voyez qu'à 5 ans,
moins de 50% des malades étaient survivants. Et je vous rappelle que pour les indications de transplantation, on avait défini le seuil de 50% de survie à 5 ans et qu'on est bien au-delà en général des résultats. Donc on aurait pu penser que ces résultats puissent faire appliquer le score de Charlson. Et sur une série beaucoup plus récente, 524 malades greffés, même étude, même score de Charlson utilisé, bien, à 5 ans, pas de différence significative. Donc pour le moment, il est probablement prématuré d'envisager ce score pour écarter de la possibilité de greffe ces patients. Donc pour conclure, la vulnérabilité, c'est un bon marqueur de sévérité de cirrhose qui prend en compte de nombreux facteurs. Sa réversibilité après la greffe n'est pas connue, mais elle est probablement non complète. La diminution de la masse musculaire, c'est un bon marqueur de sévérité, en particulier chez les patients qui ont de l'acide, et c'est facile à mesurer. La sarcopénie n'augmente pas la mortalité après la transplantation. Le problème, je vous l'ai dit, c'est la limite éventuelle chez les femmes. Et les anomalies qualitatives et fonctionnelles des muscles restent à évaluer. Enfin, les comorbidités ont un impact sur le devenir post-greffe. Il n'existe pour l'instant aucun score validé, mais il va falloir travailler sur le sujet pour peut-être écarter les possibilités de transplantation de certains candidats. Et donc voilà, pour revenir sur la collaboration et le travail avec l'Agence de la biomédecine, les projets à court terme. La première chose, c'est d'évaluer l'impact de la sarcopénie sur le devenir en liste d'attente. Et donc, dans le registre Cristal, quand on inscrit un malade maintenant, il faut remplir l'item sarcopénie. Pour les gens qui utilisent Cristal, il faut faire la surface du psoas au niveau de L3 divisé par la taille au carré. Et puis, la deuxième chose également, c'est qu'on est en train de recueillir les comorbidités pour étudier leur impact sur les résultats de post-greffe. Et vous voyez ici toutes les comorbidités qui ont été incluses dans la base de données Cristal et qui doivent être remplies de façon impérative pour ensuite pouvoir évaluer et retravailler. Voilà, je vous remercie.